Allô, est-ce que tu m'entends, Karim? Est-ce que tu m'entends, s'il te plaît, Karim? Est-ce que tu m'entends? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Tu m'entends tout, c'est bon? Tu me dis quand je pourrais commencer. D'accord. Donc, j'attends ton stop. Quand tu me dis OK, je commence. Oui, donc, je vais commencer. Salam alaikum. Je suis très content de pouvoir participer à cette invitation, notamment dû au fait de passionnés de philosophie, de professionnels de la philosophie, d'éducateurs, d'enseignants de la philosophie. Je trouve ça vraiment remarquable et passionnant. Donc je suis très honoré d'être parmi vous à l'occasion de cette petite intervention sur les questions qui sont liées aux questions du développement au Maroc et des approches alternatives de ce développement au Maroc. Donc, pour commencer, je voulais d'abord poser la question de, de la commission qui s'est mise en place. Vous savez qu'à l'appel du roi en octobre 2017 et octobre 2018, il y a eu une mobilisation, un appel à la société civile, aux organisations, pour la question du modèle de développement. Il a été fait le constat que ce modèle de développement posait problème et qu'il était nécessaire de le reconsidérer, de le repenser. Alors, je trouve à plusieurs niveaux que c'est intéressant, puisque c'est d'abord reconnaître un échec, une difficulté qui est traversée par le pays et par une vingtaine d'années de planification de développement qui n'a pas porté ses fruits attendus. Et je crois que dans ce sens-là, c'est quand même un aveu positif et une remise en cause. Ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'appel à la société civile et donc à la mise en place d'une structure qui est là, donc la commission spéciale sur le modèle de développement qui a vu le jour et pour lequel il a été fait appel à des experts au niveau international, la plupart donc marocains, pour leur faire contribuer à la réflexion, à la mise en place d'un nouveau modèle de développement. Et je trouve que c'est intéressant que cette initiative ait vu le jour, même si on peut se poser quelques questions. Parmi ces questions qu'on peut se poser, c'est, disons, le niveau d'expertise et, euh, disons, le niveau des technocrates qui ont été interpellés d'extraordinaire qualité. Ce sont vraiment des exemples et des professionnels des experts de quasiment tous les domaines qui posent la question du développement. Il a été fait appel à la diaspora un peu partout dans le monde. Il a été engagé un effort pour solliciter au niveau des organisations et des citoyens une contribution. Mais alors la question que je me pose, et c'est là où peut-être la philosophie a un rôle à jouer, c'est un modèle de développement, certes, mais c'est quoi un modèle de développement? Et si on considère les travaux qui ont été engagés par un certain nombre de structures, notamment le Conseil économique et social, on voit que un référent qui reste en tête de tous ceux qui travaillent sur cette réflexion, c'est la Turquie. La Turquie est perçue comme un exemple à suivre et comme une référence. Et je trouve ça assez un peu dommage. Pourquoi faudrait-il se décentrer vers la Turquie alors que est-ce qu'il n'y a pas un modèle endogène? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réfléchir à partir du Maroc et de l'histoire même du Maroc? Même si on peut ne pas tourner le dos à d'autres exemples et d'autres initiatives, on en parlera tout à l'heure,
mais pourquoi finalement se déporter sur un modèle dont la performance économique a un coût politique, a un coût social, et il n'est pas forcément le meilleur exemple dont on pourrait attendre qu'il serve de modèle. Donc c'est quand même, je trouve que cette orientation vers la Turquie, qui a l'air assez générale par rapport à tous ceux qui réfléchissent sur le développement au Maroc, est préjudiciable à un approfondissement même de la question du développement. C'était un premier point. Ensuite, le développement n'est pas qu'une affaire de technocrates. Et c'est certes intéressant de mobiliser des experts et des technocrates, mais enfin, le développement, c'est ancré, c'est enraciné dans un territoire, c'est enraciné dans un peuple, dans sa culture, dans ses terroirs. Je doute que finalement, ce panel d'experts ait vraiment un lien direct avec cette culture des terroirs qui a façonné le Maroc, hein, et qui est ancré dans son histoire et son identité profonde. Donc il y a aussi nécessité de sourcer le développement dans l'histoire et dans la culture du pays. Et cette culture et cette histoire, elle est massivement encore dans les zones rurales, même si il y a une culture urbaine au Maroc, mais il y a quand même les fondations des paysages, d'une sculpture du territoire. Il y a un patrimoine culturel extrêmement important dont on ne peut pas faire l'économie en s'externalisant vers d'autres modèles, par exemple comme la Turquie. Donc je reviens ce sont des questions que je trouve qu'il est important de pouvoir se poser. Merci aux participants, hein. Je vois quelques personnes qui se manifestent. Bonsoir, en tout cas, je suis content de partager cet échange avec vous. J'espère qu'il y aura des questions ensuite. Alors si on brosse un peu, à mon niveau, la question du développement au Maroc, alors sur quelle base je le fais? J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays, sur les questions du développement. Donc au Sénégal, au Burkina Faso, en Mauritanie, en France également, sur les questions du développement territorial, du développement durable, l'appliquer à des territoires. Et donc j'ai un petit peu cette diversité des géographies, des territoires. J'ai toujours travaillé dans le cadre des ONG, sans exclure parfois des interventions au titre de consultant pour certains opérateurs privés, chargés en particulier de développement territorial. Donc c'est un petit peu mon côté professionnel du développement qui me permet de poser ces quelques questions, mais aussi il y a la partie socio-anthropologique qui m'interpelle, parce qu'on ne peut pas faire du développement sans considérer les fondations socio-anthropologiques d'une société, et on ne peut pas le faire non plus sans réfléchir à la philosophie du développement. Donc ce sont les préliminaires que je voulais poser. Alors évidemment, si on s'intéresse, décompose la question du développement au Maroc, immédiatement, pour ceux qui ont un souci de ce pays, comme c'est mon cas également, eh bien on est quand même, un des premiers marqueurs, c'est l'éducation. Bon, je ne vais pas d'ailleurs insister trop sur les éléments diagnostiques, parce que je pars du principe que la plupart d'entre vous vous êtes marocain, vous avez parfois et sans doute même une meilleure connaissance que moi de la question du diagnostic des problèmes, et qui sont souvent vécus par vous, par les uns et par les autres. Mais il est clair que ce qui est frappant en termes d'indicateurs généraux, mais aussi dans la vie collective que nous menons, et ça se traduit d'ailleurs dans la bipolarisation linguistique du pays, hein, où on a un français qui est maîtrisé par les élites, et puis une grande partie de la population qui a des difficultés dans les langues, qu'elles soient d'ailleurs pour l'arabe, le français, l'anglais ou pour l'amazigh. Et donc on a quand même un vrai problème autour de l'éducation. On sait aussi que selon les standards internationaux, les questions d'acquisition de la grammaire, des mathématiques, d'un certain nombre d'éléments sont vraiment très bas au Maroc, d'après les indicateurs internationaux. Donc au niveau fondamental de l'éducation, il y a un grand problème. Il y a un tiers de la population qui est quasiment illettrée. On a alors une bipolarisation incroyable, c'est-à-dire qu'il y a massivement une population illettrée,
massivement des femmes. Et par contre, on a des surdiplômés qui sont sans emploi. Alors on a ce grand écart incroyable dans une société qui fonctionne, si vous voulez, de manière bancale, où il y a à la fois une hyper spécialisation et une bonne diplomation au niveau universitaire malgré tout, mais pas d'adéquation entre les niveaux acquis et les offres offertes par l'université et le monde du travail. Et ce décalage entre l'université et les trajectoires éducatives qui vont toujours chercher à avoir des postes dans le secteur de l'administration ou de la bureaucratie ou dans l'environnement plus technique, on a ce grand écart entre ce niveau de diplomation et la réalité, la réalité du marché économique, la réalité euh, de l'administration qui a finalement ses limites, et l'autre réalité, c'est l'explosion démographique. Donc on est dans la question de l'éducation, si on n'aborde rien que l'éducation, on est sur un élément qui est symptomatique, qu'on peut d'ailleurs décliner à plusieurs niveaux d'un problème qu'on rencontre au Maroc. Bipolarisation, disjonction entre les réels besoins et ce vers quoi tout le monde court. Donc c'est un véritable problème. Et on ne pourra pas, d'après moi, quelques amis et nos réseaux qui travaillons sur ces questions, le résoudre de la manière conventionnelle. Parce que le problème dont je parlais quant à ceux qui réfléchissent actuellement sur un nouveau modèle de développement, c'est que la plupart du temps, ils vont le faire en ayant un référentiel conventionnel. C'est-à-dire qu'on va toujours faire ce qu'on a déjà fait dans l'éducation, on va renforcer un certain nombre d'éléments, on va vouloir améliorer un certain nombre de choses, que ce soit la formation des enseignants ou que ce soit l'infrastructure éducative ou le modèle déjà existant, mais on ne va pas penser à un autre modèle. Et le développement au Maroc, les remarques qui sont faites par des leaders politiques ou par des leaders médiatiques, on pourrait dire, il y a toujours une forme de mimétisme de l'institutionnel européen ou international, et en particulier, donc, je disais, la fascination, qu'elle soit pour la France, pour les pays anglo-saxons ou pour la Turquie, qui paraît comme un modèle alternatif, mais c'est extrêmement conventionnel. C'est toujours des engagements, par exemple, en termes d'éducation, qui requièrent d'importantes infrastructures, des niveaux de formation élevés, et qui, quelque part, ne sont pas en adéquation avec la réalité. Voilà, je voulais juste mettre un peu l'accent sur ce point-là, avant de commencer, en termes de diagnostic, mettre surtout l'accent sur l'éducation, pour ensuite passer à des propositions, parce que je pense que ce qui est le plus intéressant, ce sont les propositions. Si on ne part pas sur des modèles uniquement conventionnels, est-ce qu'il y a d'autres modèles éducatifs? C'est peut-être la question à se poser. Et il y a, un peu partout dans le monde, d'autres modèles éducatifs, qui sont qui sont pas forcément dans un registre académique classique, mais qui vont plus se centrer sur l'enfant, qui vont plus se centrer sur la personne, qui va plus se centrer sur le local, et articuler l'acquisition des connaissances à de l'apprentissage et à un métier. On ne peut plus, dans des pays comme nous nous trouvons actuellement, faire de l'éducation hors sol, qui n'aurait juste pour vocation d'acquérir un savoir académique pour rapidement monter à partir du baccalauréat aux études supérieures. Il faut, compte tenu du niveau de la population, compte tenu des besoins primaires, du besoin d'améliorer la qualification des métiers, on a une quantité de métiers, qu'ils soient artisanaux, traditionnels, manuels, on a un gisement au Maroc qui est formidable, qui est d'ailleurs admiré dans le monde entier. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'il y a une question politique. Mais pour autant, ça ne va pas nous empêcher de réfléchir à des possibilités. Parce que c'est quand on renouvelle son imagination, quand on est capable d'ouvrir d'autres pistes qu'on peut quelquefois subvertir le politique. Et le politique lui-même, il a besoin de sortir du conventionnel. Sa sécurité est dans le conventionnel, est dans ce qu'il a déjà connu. La sécurité du politique ou de la gouvernance, elle est souvent dans la répétition de ce qui a été. Elle est peu ouverte par nature à de la nouveauté, à de l'innovation. Et on peut gager que ce coronavirus et cette histoire, enfin,
ce choc, ce traumatisme économique, social, culturel, religieux, hein, fermeture des mosquées, un ramadan enfermé, ce sont des choses, un traumatisme extraordinaire, donc, qui est d'une force, d'une violence pour les sociétés disons, assez traditionnelles, comme les sociétés dans le monde musulman, c'est un énorme trauma. Donc il est peut-être possible qu'au sortir d'un tel trauma, le politique lui-même, mis en difficulté, soit obligé de faire appel à des solutions. Donc, et pour qu'il y ait ces solutions, il faut qu'on y contribue. Est-ce qu'il y a un problème de son? Il y a un problème de son? Je peux continuer? Si quelqu'un peut me faire signe pour que je puisse continuer, que je sache s'il n'y a pas de problème de son. Alors je vais continuer, j'espère que ça va. Alors si je continue, Karim, c'est possible de me dire s'il y a un problème de son, s'il te plaît? Alors si je continue, là on a parlé de l'éducation, on peut aborder l'agriculture assez rapidement. C'est une des autres composantes qui pose vraiment problème. L'agriculture au Maroc, elle est très externalisée. Bon, elle existe en mode low cost, traditionnel, vivrière, et c'est d'ailleurs une grande chance du Maroc de d'avoir encore cette. C'est bien le son, merci. Ça veut dire que le son marche, c'est bon? C'est bien ok? Je peux continuer. Très bien. Donc je vais continuer. Alors alors on a parlé un peu de l'éducation et il y a des propositions alternatives, mais j'y viendrai après. Je veux aborder aussi l'agriculture parce que c'est quand même un des socles sur lequel repose le pays. C'est le socle vivrier du pays qui nourrit une grande partie de la population sans parfois qu'elle ait accès aux circuits industriels et autres, qui permet une autonomie de survie. Donc c'est quand même fondamental. Ce socle de l'agriculture, il est trop minorisé au Maroc. C'est dramatique de le voir à ce point considéré comme simplement une machinerie à l'exportation et qu'elle ait si peu de dimension et de considération pour ce qu'elle représente comme, euh, disons, capacité d'autonomie vivrière et à quel point cette agriculture qui est ancestrale, qui est magnifique, elle a sculpté des paysages de manière absolument unique au monde. Hein. Des gens vont se déplacer et aller voir des douars, des vallées qui ont été entretenues avec un art qui est d'une excellence extraordinaire. Donc il y a dans la tradition au Maroc, pardon, il y a dans la tradition au Maroc une extraordinaire, un extraordinaire patrimoine agricole. Depuis les zones oasiennes, depuis les montagnes du Rif, depuis les grandes plaines, ce patrimoine-là, malheureusement, il n'est pas pris assez en compte. Et l'agriculture est surtout perçue comme un moyen, comme une agriculture de rente, le sol comme un simple support de production, et l'orientation de l'agriculture, quand elle est perçue comme étant un levier économique, elle est orientée souvent vers l'exportation. C'est vraiment dommage parce que ce n'est pas du tout la meilleure manière d'appréhender l'agriculture. Beaucoup de pays ont constitué l'agriculture comme une base de leur développement, comme un centre de leur développement, et il serait quand même heureux que le Maroc en prenne conscience. Ces millions de petits producteurs qui survivent avec une ou deux vaches laitières, un petit lopin de terre et qui arrivent à nourrir leur famille, c'est fondamental. Et on a un gisement extraordinaire de formation, d'accompagnement, de maintien, de préservation de l'environnement. Et on a une carte extraordinaire qui est celle de l'agroécologie. Et pourquoi est-ce que cette agroécologie ne lui est pas donnée, sa valeur ne lui est pas donnée? Pourquoi elle reste marginale alors qu'il y a des structures comme le RIAM, le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc? Il y a FIMABio, qui est une structure qui a œuvré à mettre en place un label bio au Maroc. Donc il y a quand même
un pool de compétences, un pool de savoir-faire, des organisations de la société civile, et il faudrait que que le ministère de l'Agriculture mette la barre vers l'écologie et l'aménagement écologique du terroir sur l'agriculture familiale, rurale, qui puisse être appuyée en termes de compétences et en filière. Et cette agriculture d'arrière-pays, rurale, vivrière, elle est la clé non seulement de la survie de l'arrière-pays du Maroc, hein, c'est le meilleur moyen de contrer l'exode urbain, eh bien, c'est aussi un extraordinaire entretien des terroirs. Et en vue d'une autre forme de tourisme qui serait un écotourisme, en permettant aux paysans et à l'agriculture familiale écologique de se maintenir dans les terroirs, on apporterait une plus-value extraordinaire au niveau du pays. Donc voilà, je voulais juste aborder ces deux éléments un peu en termes de diagnostic qui sont l'éducation et l'agriculture. Maintenant, je vais passer plutôt sur le mode des propositions. Et je pense que là, on a vraiment quantité de choses tout à fait intéressantes et qui sont peu connues. Par exemple, il y a une initiative dans le monde arabe qui est très importante, qui est sans doute une des plus admirables, qui est mise en œuvre en Égypte, dans une oasis qui a été acquise par un pharmacien qui avait fait ses études, un Égyptien qui avait fait ses études de pharmacie en Égypte, en Australie, pardon, et qui a découvert l'agriculture biologique en Autriche, excusez-moi, en Autriche. Il a découvert cette agriculture biologique en Autriche. Il a épousé une Autrichienne. Il a épousé une Autrichienne et il a acquis une oasis dans l'ouest du Caire, et une oasis qui était très dégradée. Et actuellement, c'est la première région de production, biorégion, de production biologique dans tout le monde arabe. Il fait majoritairement ses exportations vers l'Europe. Il y a une coopérative de 2000 producteurs et productrices. Il y a toute une organisation de formation, d'éducation, de la primaire à l'université, qui fait partie du site, qui s'appelle SEKEM, S-E-K-E-M. C'est un des plus extraordinaires exemples d'une organisation coopérative à grande échelle, presque d'une petite ville, et qui est développée sur un mode d'équitabilité, de durabilité, avec des produits sains et de qualité, articulés à une approche éducative qui respecte les traditions spirituelles également, et qui fait le lien entre spiritualité, en quelque sorte, le soufisme égyptien, le vieux fond, le fond islamique qu'on trouve en Égypte, mais qui n'est pas en contradiction avec une vision spirituelle de l'environnement, une vision éducative continue des individus et des personnes, hein, avec des possibilités de faire des études longues au sein même du projet de SEKEM. Et donc on a le docteur Abouleish, qui n'est pas connu quasiment au Maroc, qui est une des grandes figures qui a obtenu le prix Nobel alternatif, mais qui est totalement méconnu, alors que le site qu'il a mis en œuvre sur plusieurs centaines d'hectares, toute cette dynamique éducative, économique, alternative, où il y a également sur la santé une approche qui travaille plus sur la santé naturelle, les plantes médicinales qu'ils produisent eux-mêmes. Enfin, c'est quand même assez choquant quand on s'intéresse à toutes ces initiatives qui existent un peu partout dans le monde et qui proposent d'autres modèles de développement. C'est assez choquant de voir que finalement, on préfère se tourner vers des modèles conventionnels, alors qu'on a des exemples extraordinaires. En plus, le SEKEM s'appuie sur une approche qui est est-ce que vous me voyez? C'est repris, je suis désolé, il y a eu une coupure. Je ne sais pas si ça marche toujours. Est-ce que ça marche toujours, s'il vous plaît? Est-ce que c'est repris? Est-ce que ça fonctionne? Comme ça, je pourrais continuer. Allô?
Allô? Est-ce que ça continue? Bon, je vais tarder à aller vers le cœur du sujet, donc je ne sais pas si je suis toujours connecté. Je vais regarder. Si on me dit, si on me fait signe que c'est OK, je vais continuer. Bon, je continue quand même et puis on verra bien. D'accord. Donc, je parlais de Sekem. Sekem, c'est très important. Vraiment, je vous encourage. Allez regarder, découvrez le site. C'est vraiment formidable. C'est un, un extraordinaire personnage qui est d'une modestie, d'une sagesse, mais qui a une réalisation à une échelle qu'on n'imagine pas et qui mérite l'attention, en particulier de gens qui ont un intérêt pour la philosophie, qui ont un intérêt pour une autre façon de penser le monde, qui ont un intérêt pour la sagesse et pour lesquels l'économie doit être recentrée sur l'humain. Donc on a cet exemple du docteur Abouleish. Après, si on devait décliner rapidement un certain nombre de points, je vais les poser de manière assez dense. On a parlé de l'éducation. Il est forcément pardon, très important de repenser l'éducation en lien avec l'apprentissage et les savoirs utiles. Donc, ne pas éduquer les enfants hors sol. Toujours dès la primaire, dès le secondaire, toujours articuler le savoir à du savoir pratique. Donc, il y a des méthodes, il y a des approches nouvelles, notamment une qui est appliquée dans le sud de l'Inde, qui est l'éducation par la pratique, l'éducation par l'action, qui est développée à très grande échelle et qui permet à la fois d'associer une éducation théorique toujours liée à un savoir pratique. De telle manière que même si le jeune homme ne veut plus continuer sur le registre du métier qu'il aura appris ou commencé à acquérir, s'il veut faire des études un peu plus théoriques, il aura toujours en main un métier. Et un métier dans un environnement comme celui du Maroc, un métier pratique, c'est toujours utile. Donc, toujours articuler l'éducation à de l'apprentissage et à du métier. Et on a dans les métiers, dégagé dans les métiers manuels, des filières d'excellence. Il y a au Maroc des filières absolument extraordinaires en termes d'artisanat. Dans toute la gamme de l'artisanat, on a une richesse et un patrimoine extraordinaire, mais il faut savoir qu'il diminue en qualité la plupart du temps et que de plus en plus, si je pense par exemple aux ateliers d'artisanat de Marrakech, où les Chinois achètent des ateliers où ils prennent des artisans moyens et ils baissent le niveau des produits marocains pour le marché international. Ils le maîtrisent d'ailleurs, ils le prennent en main sur le dos du pays, littéralement, mais en même temps amènent cette baisse dans la qualité. Or, notre richesse, une des richesses principales du Maroc, tant au niveau de la gastronomie qu'au niveau de l'art déco, des décorations intérieures, au niveau également de la construction en terre, on a des savoirs qui ont une valeur extraordinaire, mais encore faudrait-il les mettre en valeur, dégager des filières d'excellence reconnues par l'État et dans lesquelles l'éducation soit pleinement engagée au titre elle en porte, disons, l'héritage patrimonial. Et elle doit transmettre à la jeunesse le goût de la beauté de ce qui a été ce qui suscite l'admiration du monde aujourd'hui, c'est le savoir des anciens. Et ce savoir des anciens était un savoir de l'intelligence et des mains. Et il serait très important de refaire le lien entre l'éducation et ses savoirs pratiques. Ensuite, quant à l'énergie et à l'autonomie, on voit que le Maroc est très dépendant des importations des différentes formes de carburant et on a un pays qui a un soleil massif. Alors il y a des initiatives qui ont été faites, mais elles ne sont pas assez développées. L'autonomie énergétique du Maroc, elle doit devenir une autonomie régionalisée, diffusée dans les terroirs. On a des outils par le solaire et autres qui peuvent permettre une autonomie énergétique. Et c'est quand même assez étonnant et triste de voir qu'elle n'est pas valorisée ni développée à l'échelle où elle pourrait l'être. En termes de santé, on a vu également que le système a été éprouvé ces dernières semaines et l'État
a vraiment fait le nécessaire autant qu'il l'a pu, semble-t-il, pour répondre aux défis du coronavirus. Mais on a là une bipolarisation de la santé qui pose problème et qui pose massivement problème aux gens. C'est-à-dire un service public qui est malheureusement dégradé et de mauvaise qualité et bipolarisé donc avec des hôpitaux, des cliniques privées qui elles tirent de plus en plus disons, marginalise une grande partie d'une population qui ne peut pas avoir accès à des services de cliniques privées de qualité et qui, par contre, se retrouve de plus en plus dans un environnement hospitalier où les médecins ont parfois des doubles activités. Ils sont à la fois dans le libéral et à la fois à l'hôpital. C'est très compliqué. Les gens font des queues. Il y a des problèmes au niveau des soins primaires. Malgré l'héroïsme des infirmières et des médecins, le système de santé au Maroc est véritablement un grand problème. Or, il faut là aussi, il y a l'exemple de l'Inde, par exemple, l'exemple de la Chine, qui a recentré la santé sur le soin des personnes en mettant en valeur aussi les approches traditionnelles. Donc, je serais quand même étonné qu'au Maroc, où nous avons eu traditionnellement, dans l'histoire, de grands médecins, en lien avec Al-Andalus, où il y a eu une médecine, où le monde musulman a été à l'initiative de l'essor de la médecine scientifique, et bien qu'on se retrouve de plus en plus finalement avec des soins de deuxième, voire de troisième niveau, notamment pour la majorité, pour la masse de gens qui ont peu de moyens, avec une assurance extrêmement limitée, et donc sur lesquels il faudrait repenser le dispositif de santé. Alors je trouve qu'il y a des efforts qui sont faits, je parlais de l'Inde avec la médecine ayurvédique et avec des petits modules, des petits formats de... Waouh, je suis désolé. Bonjour tous ceux qui sont là, ça coupe, hein, je dis on essaie d'avancer encore. On parlait de la santé et notamment donc de la santé alternative. Il y a différents modèles. Il faut quand même valoriser les plantes médicinales, valoriser d'autres formes de thérapie beaucoup plus liées à la prévention, mieux prévenir les gens sur la prévention au niveau de l'alimentation, faire un véritable effort au niveau de l'agriculture pour éviter les pesticides, les insecticides et les engrais qui ont une rémanence dans les produits. Là, on sait qu'au Maroc, il y a vraiment des problèmes en termes de contrôle. Les consommateurs sont exposés à des produits rémanents qui sont nuisibles à leur santé. Donc il y a tout un travail au niveau notamment des associations de consommateurs, mais également d'une nouvelle forme d'agriculture et des consommateurs eux-mêmes pour inciter à ce qu'il puisse y avoir une déontologie dans l'usage des engrais et des pesticides, mais surtout une valorisation d'une agriculture naturelle et paysanne qui est plus accessible qu'on ne le pense, qui n'est pas une histoire simplement de milieux qui aiment manger bio, c'est vraiment une histoire, c'est un héritage, l'agriculture écologique traditionnelle, l'agriculture familiale. Donc c'est un héritage et c'est dommage qu'elle soit frelatée dans une industrialisation de mauvaise qualité et des circuits qui font en sorte que le consommateur se retrouve à consommer des produits empoisonnés. Donc la question de la santé, elle passe aussi par l'alimentation, par l'éducation et l'alimentation. Et là aussi, au niveau de l'éducation, il y a un travail à faire très en amont pour faire en sorte de sensibiliser les futurs citoyens. C'est inutile d'empoisonner les gens, autant mieux les éduquer, leur donner des formations très tôt à l'agriculture, au potager à l'école, à la production alimentaire et à la question de la consommation d'aliments de qualité. Ensuite, autre élément qui me choque un peu, c'est la faiblesse du mouvement coopératif. Les coopératives sont un extraordinaire outil qui peut permettre à des millions de producteurs, d'artisans, d'avoir un format et une structure qui soit adéquate à leurs produits et à un marché. Le problème, c'est que je l'ai constaté fréquemment, puisque j'ai participé à pas mal de projets autour de l'implantation, la proposition de coopératives, à des projets qui sont mal accompagnés.
souvent, c'est presque comme s'il fallait dépenser du budget, équiper rapidement des structures qui avaient été sélectionnées. Et on leur met en main des poulaillers, de la fabrication de tapis. C'est comme s'il y avait de l'argent à donner finalement, à dépenser, des rapports à faire. Et donc on s'empresse d'identifier, de donner les quelques compétences de base. Et dans tel ou tel douar, tel ou tel banlieue, on va affecter des fonds très rapidement à des initiatives pour vite faire des rapports après. Mais l'accompagnement est un vrai problème. Et on ne donne pas de tels outils et des sommes d'argent à des gens sans avoir envisagé dans la durée des dispositifs d'accompagnement. Et il y a vraiment un vrai problème au niveau de toute l'organisation coopérative au Maroc. D'abord, elle a très peu d'unités et malgré les efforts, hein, je ne nie pas qu'il puisse y avoir des efforts au niveau de l'administration ou au niveau du pays ou au niveau des structures d'accompagnement. Je dis juste qu'il y a trop de saupoudrage de projets avec trop peu d'accompagnement dans la durée et on ne rend pas service aux gens en continuant cette approche-là qui est une approche du chiffre. On veut des résultats rapides et en réalité les gens reçoivent des éléments dont ils ne maîtrisent pas assez. Donc c'est dommage parce que la culture coopérative, la culture mutualiste, elle est fondamentale. Elle est extrêmement importante et elle peut donner une colonne vertébrale économique au pays, mais les choses ne sont pas faites de cette manière-là. Et j'ai pu constater une certaine superficialité dans le traitement de l'approche coopérative. C'est vraiment dommage. Je vais revenir sur un autre point aussi, sur l'aspect coopératif. C'est l'éducation, souvent dans nos pays, j'ai vu ça ici, j'ai vu ça dans d'autres pays du sud de la Méditerranée, elle est perçue comme un produit institutionnel. C'est-à-dire qu'on a disqualifié les systèmes d'éducation traditionnels et l'institution a mis en place un format éducatif institutionnel qui est à la fois la production de jeunes citoyens, la production de jeunes patriotes et au détriment parfois d'une culture citoyenne vraie, au détriment d'un goût de la culture. Et on s'est on s'est souvent rendu compte que le goût de la culture ne vient pas parfois que de l'école. Il y a des structures intermédiaires qui sont des structures d'éducation populaire. Et ces structures d'éducation populaire, elles ont été à la base de la construction du citoyen éclairé, je parle pour l'Europe par exemple, mais également dans d'autres régions du monde, hein, où beaucoup de structures associatives ont accompagné et ont affiné, ont augmenté, amélioré le savoir produit dans les écoles. Donc les structures d'éducation populaire qu'on trouve ailleurs, on ne les trouve malheureusement pas assez au Maroc, quasiment pas. Et il est dommage, je parlais tout à l'heure d'une vision conventionnelle de l'éducation, qu'on n'ait pas de la part bien, par exemple, on est ici avec des philosophes, il pourrait y avoir beaucoup plus d'universités populaires de philosophie. On a vu en France avec Michel Onfray que les universités populaires, Michel Onfray qui avait démissionné donc de l'éducation nationale et qui a pu s'exprimer dans ce cadre-là. Mais on sait qu'il y a quantité d'universités libres et d'universités populaires qui accompagnent donc ou des structures d'éducation populaire qui améliorent, qui apportent qui font du cinéma, qui renforcent renforcent la culture citoyenne. Et donc ces éléments-là qui viennent se rajouter, ces structures intermédiaires, elles n'existent pas. C'est un vrai problème. Et il faudra nécessairement y penser. De la même manière que l'éducation doit s'articuler à de l'apprentissage et à de la pratique, elle doit aussi être enrichie par de l'éducation populaire. Pour continuer, j'espère que ça marche. Je vais bientôt terminer. Il me reste 2 points, le numérique et l'Afrique. Donc le numérique, là aussi, on a tendance un petit peu à faire du pays, on vend le pays en fait à des structures qui sont des multinationales du logiciel. Et je peux comprendre que ça puisse être utile hein, pour la gestion des aéroports, des ports, des grandes logistiques, des grandes administrations. Mais il y a quand même aussi tout un univers qui est celui du logiciel libre, qui est d'ailleurs de plus en plus utilisé dans pour des grandes infrastructures.
Et on a au Maroc un vivier assez extraordinaire de génie de l'informatique. On a plein de jeunes qui sont extraordinaires et qui peuvent tout à fait, qui portent des idées, qui sont en relation avec les réseaux dans le monde. Et on gagnerait, au lieu de les utiliser dans des petites niches, dans des hackathons ou des petits événements produits par Maroc Télécom ou par-ci par-là, on devrait constituer une sorte de grande mobilisation nationale autour du génie marocain du numérique. Et on pourrait d'ailleurs constituer une sorte d'État start-up. Hein. On pourrait devenir un État start-up, comme on pourrait, dans l'agriculture et l'environnement, devenir un pays écologique, qui aurait pris une orientation massivement écologique, avec la préservation de ces écosystèmes, de ces différents terroirs, etc., et qui en ferait un axe de sa politique générale. De la même manière, si on en vient au numérique et au digital, avoir recours sans arrêt à toutes sortes d'instances et de relais de sociétés qui sont finalement qui viennent de l'étranger et qui viennent ici brider, occuper le terrain, et alors que on a du génie informatique au Maroc. Malheureusement, je l'ai même vécu, un certain nombre de ces génies informatiques s'en vont ailleurs parce qu'il n'y a pas des infrastructures pour les accueillir et les mettre en mode contributif pour le pays. C'est vraiment dommage. Et donc j'insiste un peu sur ce volet. Nous sommes un pays au Maroc qui peut être aussi une start-up nation et de la même manière être un pays qui fait un choix de sauvegarde écologique et qui fait un choix éducatif en articulant l'éducation à tout son formidable patrimoine d'artisanat et de pratique. Ensuite, le dernier point que je voulais aborder pour en finir un peu mon intervention, c'est l'Afrique. On se tourne vers la Turquie, c'est bien, on se tourne vers l'Europe, c'est bien, les États-Unis ou la Chine, c'est très bien. Mais on a notre voisin direct. Notre voisin, c'est l'Afrique. Et c'est pas simplement, l'Afrique, c'est pas une région avec laquelle il suffit d'avoir des accords bilatéraux économiques sur des monopoles ou sur des grandes agences qui vont elles-mêmes continuer finalement dans la stratosphère financière et économique à faire des échanges. L'Afrique, c'est aussi nos parents, c'est une partie de notre histoire. Donc le Sénégal, par exemple, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, le Mali, sont finalement nous avons des liens de parenté avec cette région. Il faut savoir que le Sénégal, avec l'ouverture de ces champs de gaziers, va dans les 4-5 ans devenir un pays riche. Donc c'est quand même intéressant pour le Maroc d'avoir ce lien avec le Sénégal, d'autant que les Sénégalais ont une partie de leur cœur qui est marocain. J'étais il y a quelque temps à Bamako et j'ai rencontré des personnes que je prenais pour des Marocains et qui me disaient non, nous sommes des Maliens. Mais nous sommes des Maliens du Maroc. Nos ancêtres étaient du Maroc. Donc il y a, et même chose pour la Guinée, même chose au Sénégal, Saint-Louis du Sénégal, où il y a tellement de Marocains. En Côte d'Ivoire, vous avez une communauté marocaine extraordinaire, qui d'ailleurs s'est métissée. Donc on a en Afrique un gisement extraordinaire de potentiel, de possibilités, de jeunesse, d'intelligence. Et faire Startup Nation avec cette région-là du monde, non seulement sur le digital, le numérique, mais sur l'art, sur la culture, parce qu'il y a des éléments culturels que nous avons partagés dans l'histoire. Nous avons un patrimoine commun avec cette partie de l'Afrique. Donc ce serait quand même très important de se tourner à l'endroit, en quelque sorte. Aller vers cette Afrique dont on porte en nous les gènes et qui aspire tellement à avoir des échanges avec nous. Enfin, je terminerai par un point. Le Maroc a les possibilités de se singulariser, de se distinguer. Comment, par exemple, en se déclarant comme zone exceptionnelle, comme sanctuaire écologique au niveau du Maghreb. En se déclarant sanctuaire écologique, c'est-à-dire en réorientant son agriculture, en réorientant son tourisme, son industrialisation, son énergie, de manière beaucoup plus autonome, et en faisant appel à la solidarité internationale en tant que
qu'acteur extraordinaire qui pourrait avoir un coup d'éclat fantastique, hein. Un peu comme l'a fait le Costa Rica, par exemple, quand il a suspendu son armée et qu'il n'y a plus d'armée au Costa Rica et que le président du Costa Rica a déclaré la paix avec la nature. Eh bien, par cet acte-là, il s'est attiré un tourisme extraordinaire et une solidarité internationale extraordinaire. Le Maroc a tous les atouts pour se déclarer sanctuaire écologique, biorégion du Maghreb. Il a tous les atouts parce qu'il a déjà une réputation touristique, l'hospitalité de la population est extraordinaire et il a des paysages qui ont été préservés, qui sont fabuleux. Donc il a une culture aussi de ce terroir qui est aussi extraordinaire, admirée dans le monde entier. Donc c'est dommage qu'on n'aille pas plus loin, au lieu de penser simplement à un développement modèle de la Turquie, un développement ceci, cela. Faut aller plus loin à mon avis. Et si j'avais à envoyer un message à ceux qui nous dirigent au Maroc, c'est de leur dire allez plus loin. Faites du Maroc un sanctuaire dans le Maghreb, un sanctuaire en Afrique. Faites-en une start-up nation. Concentrez, faites venir les meilleurs génies africains à Casablanca, à Rabat ou ailleurs, ou créer un site qui pourrait coaliser les intelligences africaines pour produire non seulement des applications, mais des grandes applications du génie africain. Donc c'est quand même, à mon avis, important. Il faut penser aussi au Bhoutan. Le Bhoutan a décidé de créer son propre PNB. Hein, en s'appuyant sur le bonheur. Il a mis en place, il a décidé, j'ai retrouvé ça, j'avais marqué ça quelque part, à titre indicatif, mais enfin je ne me rappelle plus, mais c'est assez connu. Hein. Le Bhoutan, donc le roi du Bhoutan, avant de déclarer sa monarchie constitutionnelle, il a fait un cadeau au pays. Et dans son cadeau, un de ses cadeaux, c'est de parler de ce produit national du bonheur. Donc ce sont et ça a donné au Bhoutan une extraordinaire audience internationale. Donc le Maroc a tous les atouts, sans oublier un point, il a un patrimoine soufi extraordinaire. Qu'on soit, peu importe le religieux ou autre, mais il y a des valeurs qualitatives dans l'hospitalité, dans un certain adab, qui est encore porté par des gens dans le monde rural. Un certain adab qui est presque chevaleresque. Donc il y a une éthique de vie. Il y a ce patrimoine, malheureusement, qui n'est pas aussi assez mis en évidence. Donc ce patrimoine, si on pouvait le remettre à jour, ce patrimoine de grand adab, de grande qualité, qu'on pourrait le relier au fait de se constituer comme un sanctuaire, comme une start-up nation, comme un lieu de l'éducation permanente, de l'éducation depuis la petite enfance jusqu'à la fin de vie, et qu'on puisse articuler toujours cette éducation-là de la pratique. Bref, voilà un petit peu les contributions que je voulais partager avec vous. Voilà, très bien, je vous remercie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments. Si vous avez des questions. Sinon, je voulais reprendre un petit peu sur la fin, notamment sur le Bhoutan. Parce que je trouve que c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est l'idée que on ne prenne pas la mesure du génie marocain, qu'on ne prenne pas la mesure de la beauté du pays, et qu'on ne prenne pas la mesure, et tout ce dont on parle, c'est-à-dire si on en prend la mesure, on peut se rendre compte qu'il mérite vraiment quelque chose qui soit à la mesure des défis du monde d'aujourd'hui. Donc, le bonheur national brut du Bhoutan, abolir son armée, je sais ce que ça représente par rapport à actuellement les tensions géopolitiques au Maghreb, mais enfin, consacrer son armée à l'environnement, sanctuariser le pays pour en faire une réserve écologique, un sanctuaire écologique de la région, une biorégion. Imaginez l'essor du tourisme. Si le pays se déclarait comme un sanctuaire écologique au niveau international, pas simplement un parc, mais qui déciderait de cette dimension, imaginez le dans le monde entier, à des ONG, à des contributeurs, à des participants, à des volontaires, etc. On n'aurait pas 10 millions de touristes.
on aurait 20 millions de touristes positifs qui viendraient aider, participer à la construction du Maroc. Comment peut-on donner à notre existence sa valeur humaine d'après tout ce que tu as dit à propos de notre avenir, notre patrimoine et notre culture? Bien, la valeur humaine, on a quelque chose d'intéressant au Maroc. Il y a un fond d'humanité. Et dans la vie traditionnelle, moi je suis originaire de la région du Souss, et dans la région du Souss, il y a vraiment une certaine éthique, une certaine dimension qualitative. Donc, on a au Maroc des principes d'humanité, notamment je parlais d'un certain adeb, je parle d'une certaine culture chevaleresque, une certaine chevalerie dans la manière d'être, nonobstant tous les autres aspects, nonobstant tous les autres aspects plus socio-anthropologiques, les tensions actuelles, le stress, le, le fait d'inhiber le féminin, la société du hchouma, etc. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont problématiques. Mais si on en revient à mon intervention, pour faire court, on a dans le patrimoine et la culture marocaine des sources extraordinaires d'humanité. Et ces sources extraordinaires d'humanité, elles manquent à d'autres endroits du monde. Nous les avons. Le problème, c'est que nous ne les voyons pas assez. Voilà. Pour la diversité culturelle, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la diversité culturelle, elle est souvent liée à l'identité. Et dans les dernières façons, les approches scientifiques de l'identité, elles sont pas comme on a l'habitude de les penser. On pense l'identité comme quelque chose de figé, et on pense que finalement on aurait en quelque sorte une nature qui serait, je suis par exemple amazir, je suis marocain, ou je suis arabe et amazir marocain, etc. Et on a des identités fixes. Alors qu'on s'est rendu compte depuis quelques années que les identités, elles sont narratives. Ce sont des récits. Et qu'elles sont souvent dans leur couche narrative plurielle. C'est-à-dire quand on remonte aux sources de nos langues, eh bien on retombe sur des langues qui sont finalement partagées et qui viennent d'ailleurs. Donc d'ailleurs, si vous prenez le cas de toutes les langues que vous parlez, que ce soit le français, que ce soit le dalija, l'arabe, l'amazigh, etc., vous allez voir elles ont sédimenté toute une diversité d'origines et d'histoires, et dont nous sommes les locuteurs. Nous sommes les locuteurs de cette diversité, ne serait-ce que dans notre manière de parler. Donc on est aussi des locuteurs de cette diversité dans notre identité. Et donc l'identité n'est pas forcément quelque chose de fermé, c'est quelque chose d'ouvert, mais que pour autant, et qu'on peut même avoir pluriel. On peut avoir une identité plurielle. Et d'ailleurs, on peut aller même plus loin, on distingue de plus en plus la personne de ses identités. Et si on arrivait un peu mieux à distinguer la personne dans le sens où elle a des choix, où elle est libre, où elle a à sa portée des appartenances multiples possibles, c'est très intéressant. Ça change la donne. On n'est plus dans le registre simplement d'avoir une identité. On est une personne qui avons des choix identitaires multiples. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'être enfermé dans une mono-identité. La monoculture, en agriculture, c'est un poison. Ça finit finalement, si vous faites, ça finit par tuer finalement la diversité du végétal. Ça finit même par aboutir à des maladies qui vont détruire votre production en monoculture. Donc la mono-identité, c'est quelque chose de fragile, de précaire, et qui doit toujours se défendre de ce qu'elle est. Or que la polyculture naturelle, je parle de permaculture, la permaculture humaine, de notre biodiversité naturelle, elle est beaucoup plus intéressante à cultiver, parce qu'elle se nourrit, elle s'enrichit en continu. Alors que l'identité classique, c'est une fermeture, c'est un enfermement. Enfin, voilà. Je vous remercie pour vos questions et vos appréciations. S'il n'y en a plus, je pense que je ne vais pas rester trop longtemps, si vous avez encore d'autres questions. Sinon, vous pouvez les envoyer sur le Facebook de notre association philosophique. Alors, je voulais remercier vraiment, je suis très admiratif de mon ami Safir Karim et de tous les engagements qui sont faits pour donner
une présence de la philosophie au Maroc, que ce soit par rapport au modèle éducatif, que ce soit la présence de la philosophie dans les manuels scolaires, que ce soit les combats qui sont menés par les professeurs de philosophie au Maroc, sont des combats exemplaires qui, à l'échelle du pays, mais à l'échelle d'autres pays, méritent vraiment l'admiration. Donc je félicite vraiment cette association. On l'encourage à continuer et je suis très honoré d'être parmi vous. Voilà, je pense qu'on va en terminer là. C'était un grand plaisir. J'espère que j'ai pas été trop long ou trop rapide et on pourrait toujours approfondir ces questions dans d'autres contextes. Je vais vous quitter si vous permettez. Donc je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir.